Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Pascal Aubry, TechLib, bonjour. Bonjour. Et Erwan Talok de Combodo. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de l'ITIL. Alors l'ITIL, est-ce que vous pouvez me rappeler à quoi ça sert? C'est pour gérer l'informatique dans les entreprises, non? C'est ça Pascal? Alors ITIL, c'est un référentiel de bonne pratique. Donc il faut se souvenir de ça. Ça n'est que, et c'est déjà beaucoup, un référentiel de bonne pratique. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une norme comme une norme AFNOR ou ISO, voilà. Ouais. Et c'est pas une règle à respecter absolument. C'est un patrimoine de bonnes idées et de bonnes pratiques basées sur l'expérience et voilà. Qu'on implémente au fur et à mesure par rapport aux besoins et l'évolution du système d'information de l'entreprise. C'est vrai que ça faisait peur ça fait peur des fois, ITIL. Ouais, ça fait peur, mais il faut se dire que ça date des années 70, ouais. Donc c'est un petit peu d'expérience. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font de l'ITIL sans le savoir. Il y a beaucoup de gens qui gèrent des incidents, ils n'appellent pas forcément des incidents, ils appellent ça des pannes. Il y a des gens qui font des changements, ils appellent ça des maintenances. Il y a des gens qui ont des fichiers Excel un peu partout, des bases de données avec des informations. C'est une sorte de première CMDB. Donc ITIL, c'est avant tout, comme le rappelait Pascal, c'est des bonnes pratiques. Ça ne vous dit pas quel outil il faut faire. Ce n'est pas un outil ITIL. Il y en a plein, beaucoup. On va en parler après. Ça va aider les entreprises, on va dire, de mon point de vue, à avoir une approche beaucoup plus service en termes de gestion de leurs services informatiques et pas un ensemble de techniciens dans un coin qui ne savent pas trop quoi faire. Donc il y a un point qui est important dans ITIL aussi, c'est le vocabulaire. Ça permet à des utilisateurs et à des informaticiens de partager un vocabulaire commun. Je pense que c'est un aspect vraiment important, c'est un langage commun. Et c'est vrai que savoir de quoi on parle, faire le distinguo entre un incident et un problème, ça a l'air de rien. C'est pas pareil, mais oui. D'un côté, il y a quelque chose qui ne marche plus, et de l'autre côté, il y a les besoins, les demandes. Et une demande d'utilisateur, pareil, c'est différent d'un incident, même si souvent pour les utilisateurs, dire le mail ne marche pas, ça leur paraît être un incident, mais en fait, c'est pas le mail qui ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas de compte email, donc ils ont une demande de compte email. Tout à fait, ouais. Pour essayer de finir sur ITIL, on peut distinguer différentes composantes. Qu'est-ce qu'on va avoir comme dans ITIL comme composante, comme outil, comme élément. La partie service desk, partie catalogue de services. Donc, il y a énormément de parties, parce qu'il y a une partie très opérationnelle, donc avec effectivement le service desk qui est décomposé en plein de composants, tout ce qui est gestion des services, qu'est-ce qu'on met à disposition des utilisateurs, la partie gestion des configurations avec la fameuse CMDB, mais il y a aussi toute une partie, une sorte de référentiel commun, tout bêtement. Mais il y a aussi toute une partie, on va dire, plus management avec la gestion financière. La gestion de la disponibilité, où on va retrouver tous les outils de capacity planning, et la gestion de tout ce qui est PRA, plan de secours, PCA. Donc il y a énormément de choses et tout le monde ne va pas tout faire. D'accord. Alors pour mettre en place ces bonnes pratiques, on va dire, comment est-ce qu'on a aujourd'hui des outils à disposition dans le monde de l'open source aujourd'hui? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. C'est assez riche dans le domaine. On peut citer par exemple il y a GLPI, qui est, on va dire, le plus ancien en termes de gestion de parc, etc. Il y a OTRS, qui est un des plus anciens en termes de helpdesk. Il y a des outils donc gestion de tickets. Donc après, si on prend la gestion de tickets, vous avez Request Tracker, vous avez... vous avez Jira, il y en a énormément, puisque c'était la problématique première. Il y a les outils de supervision, ça fait partie de ITIL, puisqu'il y a l'event management, et là, on va même plus les citer, parce qu'il y en a des tonnes. Des outils de CMDB, c'est quelque chose qui est assez nouveau depuis 6-7 ans, parce que c'était la dernière roue du carrosse, alors qu'au final c'est central dans le système, mais il y a OneCMDB, donc nous chez Combodo on fait ITOP, il y a
Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a CMDB Build, fait par des Italiens. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils open source. Il manque encore des choses. Il y a des outils qui manquent, notamment pour tout ce qui est PRA, etc. Il n'y a pas encore de solutions qui se sont détachées. La gestion financière aussi. Alors on pourrait dire OpenERP est une sorte de brique, dit-il. Les gens ne le voient pas comme ça. Voilà. Nous, on s'est interfacé avec, on peut s'interfacer avec un OpenERP pour tout ce qui est date d'achat, date de mise en production, etc. En fait, il y a plusieurs briques. Il n'y a pas encore énormément de produits qui couvrent tout le spectre. Mais c'est vrai que par contre, il y a énormément de technologies qui, juxtaposées, permettent de couvrir tout le besoin. Justement, créer cette juxtaposition, elle n'est pas trop complexe aujourd'hui? On arrive à intégrer tout ça ou c'est encore un peu de travail Pardon. Enfin, nous, on travaille énormément avec GLPI qui couvre quand même déjà une très grosse partie du besoin, parce qu'il n'a pas toujours été le cas historiquement, mais il y a eu vraiment sur la partie notamment ticketing, une orientation très nette vers l'ITIL. Et c'est vrai que ça fait déjà un socle de base complété avec la supervision et puis après sur d'autres technologies pour faire le catalogue de services. Il y a aussi la gestion de configuration technique, vraiment purement de paramétrage automatique de load machine. Donc là, il existe dans l'open source des technos très intéressantes comme CF Engine, Puppet, etc. qui viennent compléter ces parties-là. Donc on a vraiment, on n'est pas encore à un stade complètement mature pour la couverture complète, mais ça a vraiment beaucoup progressé ces dernières années, quoi. Et il y a un point qui est assez important, c'est que, comme on le disait au tout début, c'est un ensemble de meilleures pratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de manières d'interfacer une CMDB avec des outils de gestion de configuration comme Rudder, CF Engine, Puppet. Il y a plein de façons d'intégrer avec la CMDB avec des outils de supervision. Nous, par exemple, avec eTop, on a une CMDB qui est entièrement paramétrable. Donc l'idée, c'est de dire, cher client, comment vous fonctionnez et on va l'adapter à votre environnement. Et ensuite, on va interfacer avec de la supervision ou des outils de configuration pour récupérer les infos, mais ça va dépendre du paramétrage et du besoin du client. Donc il n'y a pas de connecteur standard. Il y a des bonnes manières de faire, mais il n'y a pas de connecteur standard. Et donc ce qu'il faut en gros, c'est que ces outils open source fournissent suffisamment d'API génériques, facilement adaptables pour brancher les outils. Et c'est ça le point fondamental, brancher les outils. C'est vrai que nous, la stratégie qu'on a eue par exemple côté eTop, c'est de dire que tout est exportable, tout est importable et tout est pilotable programmatiquement, quelles que soient les customisations que vous faites dans votre modèle de données. Et là, je veux dire, l'aspect interopérabilité, l'aspect ouvert de l'open source, c'est vraiment un plus pour un énorme plus dans ce domaine, parce que c'est vrai que c'est central, ça touche tout plein de choses. Moi, j'ai fait chez TechLib, on a fait des implémentations où en fait la partie ticketing est gérée dans un produit propriétaire de gestion de relations clients, un CRM qui a rien à voir et qui n'est pas orienté service IT, mais historiquement, pour X raisons, ça a été fait comme ça, et on va faire une interconnexion entre ça et la partie asset management. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas une implémentation, une seule possible, et pour chaque société, il y a des priorités qui sont différentes. Il y a des gens qui vont être très axés sur le service utilisateur parce qu'ils sont eux-mêmes éditeurs et ils ont une relation avec beaucoup de clients finaux. Il y a d'autres gens qui vont être vraiment axés sur leur service métier. Chaque cas est un cas particulier. Et un autre point, c'est que ITIL, c'est, comme on l'a dit, plein de processus. Et donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui était réservé il y a encore quelques années aux grandes entreprises, qui avaient donc les moyens de digérer le gros gâteau ITIL, comme j'aime à l'appeler. Une PME, elle a tout autant le droit qu'une grande entreprise d'avoir ITIL. Elle en a même besoin, parce que l'IT devient critique pour l'entreprise, c'est compliqué à gérer, elle a des prestataires. Et donc, vouloir digérer dans une petite, moyenne ou grosse PME tout utile d'un seul coup, c'est impossible. Donc il faut y aller pas à pas. Certains vont arriver, nous on a des clients qui arrivent par la branche Helpdesk et qui vont synchroniser effectivement, comme tu le disais, leur ERP automatiquement, parce que nous, nos clients, c'est plutôt des hébergeurs, des fournisseurs de services, donc ils ont 400, 500, 600 clients, avec peut-être peu d'inventaire système, mais toute une problématique de catalogue de services, d'engagement de résultats. Mais ils ont pris cet axe-là. On en a d'autres, ils ont un gros parc,
avec 3000, 5000, 6000 VM, 40, 50 ESX répartis sur plein de sites. Et eux, ils vont plutôt regarder la dimension CMDB dans un premier temps. Et ils iront au reste après. Donc voilà, il n'y a pas de règle magique. C'est quel va être le retour sur investissement rapide qu'on peut avoir. Et je pense que c'est ça le truc à retenir d'ITIL. C'est où est-ce qu'on peut gagner rapidement, parce que sinon on va sponsoriser des choses qui n'en finissent pas. Voilà, et au final, c'est un peu la mauvaise image qu'a parfois ITIL. C'est trop compliqué, c'est pas pour nous, alors qu'à mon avis, c'est pour tout le monde. Alors que c'est pour tout le monde. Tout le monde en peut en bénéficier, mais chacun à son niveau et avec ses objectifs et ses besoins. Alors justement, sur cette partie-là en fait, d'implémentation d'ITIL, nous sur GLPI, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour pouvoir implémenter, par exemple sur le ticketing, sur un incident, la criticité, l'impact, etc. Mais beaucoup de choses sont débrayables. C'est-à-dire qu'enfin, c'est pas un carcan, c'est pas imposé, et ça permet de voilà, parce que pour certaines petites sociétés, vouloir appliquer absolument toutes les bonnes pratiques ITIL, ça voudrait sûrement dire des procédures qui sont infiniment trop lourdes pour la taille de la société. Donc il y a cette granularité là aussi à adapter en fonction de la taille de la société et les objectifs. Voilà. Ok, donc on voit bien l'avantage effectivement des solutions open source qui vont pouvoir permettre de s'adapter vraiment au cas particulier du client et à ses vrais besoins, et là où est-ce qu'il peut réellement avoir un retour sur investissement rapide. Exactement. Une toute dernière petite chose sur la partie asset management. Nous, on découvre souvent des comptes où il y a des solutions propriétaires qui sont installées que sur certaines de leurs fonctionnalités ou que sur une partie du parc. Pour des raisons purement de licence. Ouais, tout à fait, voilà. C'est vrai que donc en fait, l'IT, la DSI n'a pas une vision complète de son IT, simplement parce qu'ils n'ont pas déployé la solution complètement pour des raisons économiques. Alors que c'est vrai que l'informatique, surtout depuis la virtualisation, alors on a 100 serveurs physiques, on a démultiplié je ne sais pas combien de machines virtuelles sur ces 100 serveurs physiques. Il y a quand même une vraie problématique d'inventaire et de gestion de la complexité et de savoir quel service est hébergé par quel VM et quelles sont les dépendances inter-services. Je parle d'un service métier, c'est-à-dire l'application de gestion, une application de transactions bancaires. Voilà. Elle peut faire appel à 2 bases de données, à des connexions réseau entre plusieurs serveurs, à plusieurs fronts web, etc. Qui fait que c'est pas simplement une supervision qui dit ça marche ou ça marche pas. C'est un ensemble de choses et il faut pouvoir modéliser ça. Et du coup, c'est une vraie problématique parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple dans le monde de l'hébergement, les gens pour un changement qui va prendre techniquement 5 à 10 minutes, passer des heures à être sûr qu'il ne va rien se passer et voire même faire le changement et prier pour que tout s'écroule pas. Voilà, donc je pense qu'il y a une vraie valeur, quel que soit le niveau de maturité qu'on a. La question c'est, avant de mettre en place des outils, il y en a plein des outils, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, comment on fonctionne, et ensuite par quel bout on va prendre ça pour aller pas à pas, tranquillement et mettre en place les choses. Et un point qui est important dans ITIL que les gens oublient souvent aussi, c'est avoir le sponsorship de la direction. Parce que c'est bien gentil de dire on est certifié ITIL ou on a passé un audit sécurité SOX en mettant un bout d'outil de changement, et une fois que l'auditeur est parti, revenir à ses process de base, c'est-à-dire le système D. Donc ça coûte quand même du temps, voire de l'argent, même si c'est tout open source et tout entre guillemets gratuit. Moi, comme je dis toujours, il y a ceux qui ont du temps et pas d'argent, et il y a ceux qui n'ont pas de temps et de l'argent. Et à un moment donné, il faut que les gens puissent aller vers la bonne solution. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'ITIL et sa mise en place avec les outils open source. Bon salon, à bientôt. Merci, vous aussi.